RFI, Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 17h, 16h, temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 5 mars et à la une de cette édition aujourd'hui, des millions d'Américains sont appelés aux urnes pour désigner leurs candidats démocrates et républicains pour les prochaines élections présidentielles. La guerre en Ukraine et la Cour pénale internationale qui veut arrêter 2 commandants de l'armée russe. Et puis enfin, dans ce journal, un phénomène climatique, El Niño, qui se forme dans l'océan Pacifique. Simon Rosé vient nous expliquer ce phénomène à la fin du journal. C'est la journée la plus importante des primaires américaines. Nous sommes aux États-Unis pour commencer ce journal. Ce mardi 5 mars est synonyme de Super Tuesday, journée électorale qui voit 15 États américains voter aux primaires. Les élections primaires, sorte de premier tour interne à chaque camp politique qui a pour but de désigner un candidat pour la prochaine élection présidentielle prévue en novembre prochain. David Thompson, vous êtes en direct de Denver, dans l'État du Colorado pour RFI. Bonjour David. Bonjour. Les bureaux de vote sont déjà ouverts. Dites-nous tout d'abord, quels sont les enjeux de ce Super Tuesday ? Eh bien, ce Super Tuesday est une journée décisive dans la campagne des primaires parce que 15 États votent en même temps aujourd'hui pour désigner les 2 candidats qui s'affronteront lors de la présidentielle américaine le 5 novembre prochain. Chaque victoire offre un certain nombre de délégués qui seront ensuite chargés de voter lors des conventions de chaque parti cet été pour officialiser l'investiture de leurs 2 candidats respectifs. Alors, disons-le tout net, il n'y a plus aucun suspense à ce stade dans ces primaires. Côté démocrate, aucun rival sérieux n'a osé contester Joe Biden, qui est de fait le candidat naturel des démocrates en tant que président sortant. Même chose côté républicain. Ce soir, Donald Trump devrait s'approcher un peu plus du nombre de délégués suffisant pour obtenir mathématiquement la nomination de son parti. Les États-Unis se dirigent donc vers un match retour de la présidentielle de 2020 avec un nouveau face-à-face entre 2 octogénaires, Trump 77 ans, Biden 81 ans, un match dont les Américains ne veulent pourtant pas. 60% d'entre eux jugent que ces 2 candidats sont trop âgés pour le poste de président des États-Unis. David Thompson en direct de Denver pour Radio France Internationale. Cette journée importante des élections primaires américaines, vous pouvez les suivre également en direct sur notre site internet rfi.fr. Un nombre qui fait froid dans le dos. L'Iran a exécuté au moins 834 personnes en 2023, des exécutions par pendaison. C'est une augmentation de 43% par rapport à l'année 2022 selon le rapport annuel des ONG Iran Human Rights et Ensemble contre la peine de mort. C'est la seconde fois en 20 ans que le nombre d'exécutions dépasse le seuil de 800 par an, font valoir ces organisations qui dénoncent un nombre effroyable. Au Proche-Orient, près de 5 mois après l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël, pour l'ONU, il existe de bonnes raisons de croire que des victimes du 7 octobre ont été violées, abusées sexuellement. Les Nations Unies ont reçu des informations convaincantes sur des viols commis sur des otages capturés lors de l'attaque du 7 octobre. Le représentant d'Israël à l'ONU dénonce un rapport qui arrive beaucoup trop tard, mais en Israël, ce travail est quand même salué par les milieux féministes. Reportage à Jérusalem, Sami Boukhelifa. En Israël, ce rapport des Nations Unies était attendu avec impatience. Il marque un tournant, estime Ruth Alperin Kadari, directrice du centre Rachman pour le droit des femmes en Israël. Il y a une reconnaissance claire des violences sexuelles et sexistes lors de l'attaque et du massacre commis par le Hamas le 7 octobre. Grâce à ce rapport, plus personne ne pourra nier que des crimes sexuels ont bien eu lieu. The denial campaign
Israélienne, juriste internationale, Ruth Alperin Kadari est mobilisée depuis le 7 octobre. Elle se bat sur plusieurs fronts. Elle s'est rendue à plusieurs reprises au siège de l'ONU à Genève. Objectif, faire reconnaître ces crimes par les instances internationales et surtout faire condamner le Hamas. J'espère que ce rapport permettra de classer le Hamas sur la liste noire de ces organisations qui ont commis, cautionné ou permis des violences sexuelles. J'espère que cela entraînera des sanctions et que le Hamas sera considéré par tout le monde comme un groupe terroriste. Le rapport de l'ONU qui vient d'être rendu public estime qu'il y a de bonnes raisons de croire que des victimes du 7 octobre ont été violées, mais n'établit pas le caractère systématique de ces crimes comme le revendique Israël. Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI. RFI, 17h05 à Paris. Le journal en français facile. Emmanuel Macron est en République tchèque aujourd'hui. Visite officielle du président français dans ce pays d'Europe centrale. À peine arrivé à Prague, la capitale, Emmanuel Macron assume. Il assume ses propos de la semaine dernière où il évoquait la possibilité d'envoyer des troupes occidentales, des militaires au sol en Ukraine pour combattre l'armée russe. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Emmanuel Macron à Prague, propos recueillis par Charlotte Urien-Tomaka. La semaine prochaine en France, la question du soutien à l'Ukraine en débat à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Cette décision de la CPI, saluée à l'instant par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils s'appellent Sergueï Kabilash et Viktor Sokolov. Ce sont des commandants de l'armée russe. Aujourd'hui, la CPI a décidé de délivrer des mandats d'arrêt à l'encontre de ces deux hommes. Autrement dit, la Cour pénale internationale donne ordre d'incarcération de ces hauts gradés de l'armée russe. La justice internationale leur reproche des crimes de guerre commis en Ukraine. Et puis enfin, à la page climat, il signifie l'enfant en espagnol ou le petit garçon, El Niño. El Niño est un phénomène climatique caractérisé par des températures de surface plus chaudes que la normale dans l'océan Pacifique. Alors ce phénomène devrait s'atténuer dans les mois qui viennent, c'est ce qu'annonce aujourd'hui l'Organisation météorologique mondiale. Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Mais ce n'est pas pour autant que les températures devraient redescendre vers des niveaux plus normaux. Et oui, avant 2023, c'était 2016 qui détenait le record de l'année la plus chaude. Le point commun, les deux ont connu un épisode El Niño particulièrement intense. El Niño, vous le disiez, c'est un phénomène météorologique qui se produit tous les 2 à 7 ans dans le Pacifique. Il a tendance à réchauffer la planète. Celui débuté en juin 2023 se classe ainsi parmi les 5 plus puissants jamais enregistrés, mais il touche à sa fin. L'Organisation météorologique mondiale pense que ce sera pour les mois de mai ou juin. Après El Niño arriverait ainsi une période dite neutre avant que son alter ego, la Niña, prenne probablement le relais d'ici la fin de l'année. La Niña produit grosso modo les effets inverses d'El Niño, par exemple dans la Corne de l'Afrique, où l'on passe alors de pluies abondantes à une sécheresse plus marquée, et à l'échelle du monde, l'effet est refroidissant. Cette alternance entre les deux phénomènes n'est cependant pas le moteur principal du climat mondial et de son réchauffement. Ce sont bien les émissions humaines de gaz à effet de serre les premières responsables largement. C'est pourquoi, même avec la fin annoncée de cet épisode d'El Niño, 2024 pourrait, selon l'Organisation météorologique mondiale, être encore plus chaude que 2023. Simon Rosé. Et puis enfin, c'est la plus haute distinction mondiale de l'architecture
l'architecture. Le prix Pritzker, décerné aujourd'hui au japonais Riken Yamamoto, réputé pour son travail où il combine l'architecture et les préoccupations sociales du monde. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir écouté.